ce moment, les banques n'ont pas bonne réputation. La crise est-elle de leur faute? Porte-t-elle le tison? Y a-t-il un étau des taux? Les pays de l'Union européenne sont actionnaires de la BEI, Banque européenne d'investissement. La BEI a pour mission de financer des projets de rééquilibrage, des PME, des chantiers écolos, de favoriser les échanges et de faire advenir la croissance. La BEI est avec nous dans l'entre-deux-tours. Le comptoir sur TLT, où on découvre par ailleurs que Sherlock Holmes aurait enquêté auprès de Georges Labitte, créateur du musée éponyme des Arts Orientaux, autour des mystères de Rennes-le-Château. On parle enfin du travail de fond qu'accomplit l'équipe du Théâtre du Pont-Neuf, avec ses résidences d'artistes, notamment en mai pour la Malacabesse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Lignon. Bonsoir. Nous sommes à vous dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on écoute un fabuleux guitariste de jazz manouche qui s'appelle Steve Lafond. Nous devons l'écouter parce qu'il est ce soir en concert dans un festival presque tout neuf qui a lieu au sud de Toulouse. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Un festival qui a lieu en cette fin de semaine. Steve Lafond. Voilà, pour en entendre plus, c'est vraiment fabuleux. Il faut aller à Terre de Jazz, c'est le nom du festival, Terre de Jazz. Du 26 de ce soir jusqu'à dimanche au Lerme, à Poucharamé, à Bérac et à Riom. Alors Yves Lignon, ce n'est pas pour vous déplaire ce genre de musique? Absolument pas. Le jazz étant mon fluide vital. Bien sûr. Le jazz Nouvelle-Orléans ou toutes les formes de jazz? Surtout le Nouvelle-Orléans, aussi Charlie Parker. Ah oui, quand on parle de fluide vital, le bebop, c'est sûr, ça réveillerait les morts ou tous les auditeurs de Céline Dion. Bon, enfin, c'est autre chose. On parle de Sherlock Holmes. Vous vous êtes amusé là, hein. Vous avez travaillé dur pendant 2 ans pour trousser une nouvelle aventure de Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes qui se retrouverait avec son fidèle Watson dans la région de Toulouse. À Toulouse même, pour répondre à l'appel de Georges Labitte, qui lui a dit « J'ai besoin de vous parce que je suis menacé ». C'est amusant de faire se confronter des personnages que nous connaissons ici. Bon, Georges Labitte, lui-même assez légendaire. Il a fondé le musée des Arts Orientaux. C'était un collectionneur, un grand voyageur. Une vie peu particulière. Il est mort mystérieusement. Enfin, oui. Mystérieusement. Je pense qu'il y a un mystère autour de la mort de Georges Labitte uniquement parce que la famille n'a pas indiqué les causes. Vous voyez des mystères partout. Il faut rappeler que vous êtes parapsychologue, mais vous n'avez pas perdu la raison. Vous avez la raison du mathématicien, voire du statisticien. Il y a bien longtemps que vous traquez les faux fantômes et les faux sorciers. Oui. Mais il y a du mystère partout quand même. Ça n'empêche pas le mystère d'exister. Bien sûr, ça c'est une énigme policière. Depuis que Georges Labitte a été enterré, Toulouse, et encore à l'heure actuelle, bruisse de rumeurs sur les raisons de sa mort. C'est lui là, on vient de le voir. On a raconté les choses les plus extravagantes, alors que je pense que si la famille avait dit il est mort d'apoplexie ou d'une crise cardiaque, ce qui est une hypothèse vraisemblable quand on voit sa photo et sa corpulence, bon ben, il n'y aurait rien eu, quoi. Et donc, moi, j'ai voulu, au départ, expliquer la mort de Georges Labitte. Bon, en réalité, dans le livre, on va le dire, il ne meurt pas tout de suite. Bon. Et pour ça, il faut convoquer le plus grand expert au monde des mystères à résoudre, c'est-à-dire Sherlock Holmes. Voilà, Sherlock Holmes. Donc, Georges Labitte est un lecteur du Strand, la revue londonienne qui publiait les aventures de Sherlock Holmes, et il lui écrit, écoutez, venez m'aider, je suis menacé. Et pourquoi suis-je menacé? Vous le disiez bien, Greg, je me suis vraiment amusé. Pourquoi Georges Labitte est-il menacé? Parce qu'il est au courant du secret de Rennes-le-Château. Alors, quel est le secret? Rennes-le-Château, tout le monde en parle aussi depuis des dizaines d'années. Tout le monde traque ce mystère, ce trésor. Il y a un curé aussi qui est impliqué dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rennes-le-Château? D'ailleurs, des affaires que vous confrontez qui ne se situent pas à la même époque. Il y a quelques anachronismes rigolos, des personnages qui se rencontrent, qui ne devraient pas se rencontrer. Il y a même un petit homme à l'allure de taureau. Voilà, qui est chanteur des rues et qui... Ce n'est pas Gilbert Salinas, non. On évoque une de ses premières chansons, Je suis sous ton balcon, à laquelle je tiens beaucoup parce que le prénom de la dame qui est citée, c'est celui de mon épouse. Que nous saluons, bien sûr. Bon, c'est vrai que Sherlock Holmes croise Claude Nougaro. C'est un livre sur Toulouse, c'est un livre sur ma jeunesse. Bon. Et puis c'est un livre pour me faire plaisir, publié chez un petit éditeur, et ça aussi c'est un choix. Et le petit éditeur, c'est aussi un ami. Alors les mystères de Rennes-le-Château?
Ah, ben écoutez, il y en a beaucoup. Eh oui. Il y en a beaucoup. Bon, mais les mystères, puisque nous allons parler finances... S'il faut, l'Apocalypse de 2012, c'est à Rennes-le-Château. Ah non, hein. c'est à côté, c'est à Bugarache. Mais là, nous avons des activités prévues. Oui, notamment vous viendrez nous en parler. Oui. Un repas des survivants le lendemain de l'Apocalypse. Excellent. Bon. J'espère que vous allez survivre. Hein, Oui, parce que... avec génocide de canards. Ouais, bon, non. Bon, non, Rennes-le-Château, bon, ça se ramène à une question. Oui. D'où le curé Saunière qui a littéralement transformé le village, qui a décoré son église d'une manière tout à fait bizarre. D'où a-t-il tiré son argent? On a vu le diable tout à l'heure. Voilà, oui. voilà. Et justement, le diable qui supporte le bénitier, qu'on a vu tout à l'heure, sort de la manufacture Giscard à Toulouse, la manufacture de terre cuite. Pas loin de... Pas loin des d'ici, studios de l'Arche Marengo, oui. Oui. Et il y a un personnage Giscard, puisque... Rien à voir avec Giscard d'Estaing. Non, non, Sherlock Holmes, en enquêtant, se rend chez le sculpteur Giscard pour lui dire « Vous avez travaillé pour le curé de Rennes-le-Château, qu'avez-vous à me raconter ?» Et les paroles que je mets dans la bouche du Giscard de 1900 sont celles qui ont été prononcées devant moi par un autre ami qui est Joseph Giscard, le dernier, décédé en 2005, qui a légué toute son installation, tous ses moules, non pas à une municipalité, mais à la ville de Toulouse. Et mon livre aussi, c'est un moyen de rappeler que le patrimoine, il faut s'en occuper quand même un peu. C'est bien beau de dire que Toulouse est à 1h30 de Narbonne-Plage et à 1h30 de Saint-Lary, mais Toulouse a un passé aussi, qui compte. Toulouse devra être sauvée peut-être un jour, hein, qui sait, pour l'instant tout va bien. Oui, mais... En tout cas, la manufacture Giscard, elle a bien besoin d'être sauvée. Oui, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller la visiter, pas loin de la médiathèque José Cabanis. Il y a des singes en haut de forme sur les toits. Voilà, la façade, c'est le catalogue de la manufacture, mais on ne peut plus voir que la façade à l'heure actuelle parce que l'intérieur se dégrade. On pouvait la visiter aux Journées du patrimoine à une époque. Du temps de Joseph Giscard, on pouvait la visiter. Alors, une dernière chose pour les lieux que Sherlock Holmes visite avec Dr Watson, d'ailleurs sur les traces d'un certain Carsalade. Oui. Les noms ont une importance dans votre livre. Il y a des blagues pour Happy Few. Il y en a une pour les fans de jazz. Sherlock Holmes voit une affiche, la tournerie des drogueurs présente les invités de Night Hawk. Là, on est en plein anachronisme, parce que Night Hawk, c'est cette célèbre voix de Sud Radio, Bien sans sûr, doute, l'animatrice. C'est encore une amie, journaliste de jazz. Elle présentait des concerts à la Salle Bleue, bien sûr. Exactement. L'affiche est ornée d'une Gibson Les Paul, c'est une guitare des années 60, 1960. Oui, tout ça est fait exprès. Et bien sûr, avec en concert Raoul Lambert et sa guitare, le Tuxedo de Paul Chéron, tous les grands groupes de jazz de la région. Oui, et même le dernier, un clin d'œil à Pierre Macorlan avec l'orchestre d'une chanteuse. Une dernière question, est-ce que les fans, les puristes de Sherlock Holmes et de Conan Doyle ne vont pas se retourner contre vous? Vous savez, peu importe. Ce doit être le 2000e pastiche qui est écrit depuis 1930. Alors il y en a certainement qui littérairement sont bien meilleurs. Moi j'ai essayé d'écrire à la manière de Conan Doyle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues, parce que dans les textes originaux de Conan Doyle, il y avait beaucoup de dialogues. Ah, il y a un rythme et il y a votre ton allègue, on reconnaît votre voix aussi, hein, par en dessous, bien sûr, quand même. Oui, mais ça n'est pas du Conan Doyle. Ce serait meilleur littérairement si c'était du Conan Doyle. C'est les éditions de l'œil du lynx. Du Sphinx. Du Sphinx, on le retrouve partout, du Sphinx, bien sûr. Vous avez besoin d'un prêt peut-être pour continuer vos activités? Non. Merci. Pour financer vos activités de chasseur de fantômes. Je vous présente d'abord Gilbert Salinas, on vous retrouve. Merci. Je vous ai pris à partie à plusieurs reprises, vous avez été bien gentil de ne pas réagir. Merci d'être avec nous. Vous dirigez bien sûr cette agence, cette association de développement culturel et économique Nord-Sud. Vous nous présentez plusieurs personnes intéressantes tous les ans. Cette fois-ci, c'est un an après le printemps arabe. Vous avez voulu marquer le coup. De quelle façon? Vous savez que l'Agence de développement économique et culturel Nord-Sud héberge le centre d'information Europe Direct de l'Union européenne. Oui. Et de par la position de Toulouse vis-à-vis du monde arabe, nous avions beaucoup de relations avec ces pays-là. Et nous avions, depuis l'année dernière, une information assez journalistique et peut-être pas assez réelle de ce qui se passait exactement. Qu'est-ce que ça veut dire une information journalistique et pas assez réelle? C'est-à-dire une information... tronquée? Non, pas tronquée, mais qui rapporte les faits, non pas d'une manière plus rationnelle. Vous voulez dire que les journalistes ont montré uniquement ce qui était spectaculaire, voilà. et pas la vraie vie?
Et pas le contenu exact de ce qu'il peut y avoir là. Parce que, bon, au-delà de cette manifestation, il y a des personnes, quand même, comme la banque et tout ça, qui sécurisent ces informations de le fait que, vous savez qu'on a un système de cotation, et nous, en tant que responsables d'entreprise, si nous continuons à commercer en direction de ces gens-là, il faut quand même avoir une certaine sécurité dans le domaine politique et aussi économique. Et vous voulez dire qu'il faut garder les dictateurs en place parce qu'ils maintiennent l'ordre? Non, au contraire. Non, je comprends mal. Au contraire, c'est qu'on est très heureux de voir cette démocratie s'installer. Mais il faut les aider. Voilà, mais il faut les aider d'une certaine manière. Et la vision d'un banquier, d'un responsable de l'Union européenne en direction, fait que ça nous sécurise, ça sécurise bien, et ça rentre dans les normalités d'un pays qui rentre en démocratie. Henri Marty-Gauthier, bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT, invité de Gilbert Salinas. Vous représentez la BEI, la Banque européenne d'investissement en France. J'ai expliqué quelles étaient ses missions tout à l'heure. Vous avez entendu des missions écolo, pour résumer certaines de vos missions. Ça vous va ? Oui, bien sûr, ça me va. En un mot, en même temps, une banque et l'écologie, on se demande si ça fait bon ménage. Alors, la Banque européenne d'investissement, en fait, c'est la banque de l'Union européenne. Sa mission, c'est de financer des projets qui incarnent les priorités de l'Union européenne. C'est les ministres des Finances qui sont les gouverneurs de cette banque. Qui sont les gouverneurs de la banque. Les ministres des Finances des 27 pays de l'Union européenne définissent la politique économique de l'Union. Et donc les priorités de développement, vous avez cité l'écologie, la prévention du changement climatique, les énergies renouvelables, mais l'aménagement urbain, mais la compétitivité technologique de l'Union, etc. Et ensuite, ils se tournent vers la banque en demandant de financer par la voie bancaire, c'est-à-dire des prêts, des garanties, des fonds propres, etc., des projets le plus souvent privés qui vont réaliser ça. Alors par exemple, sur la région Midi-Pyrénées, nous avons investi 2,9 milliards d'euros ces dernières années dans l'économie de la région Midi-Pyrénées. Bien sûr, le projet phare, c'est l'ensemble d'Airbus, dont nous finançons la recherche et le développement pour tous les avions de la gamme. Mais c'est aussi des industries comme, par exemple, les laboratoires Pierre Fabre. Il y en a que pour les gros. Il y en a que pour les gros parce que nous sommes gouvernés par le principe dit de subsidiarité qui veut que l'Union européenne ne s'occupe en direct que de projets de dimension européenne. Alors, nous touchons également des petites et moyennes entreprises. L'année dernière, nous avons bénéficié à 160 000 PME, mais toujours en intermédiation, c'est-à-dire à travers le secteur bancaire ou le secteur du capital investissement. Les candidats, nous sommes dans l'entre-deux tours, on en parlera après la pause, mais les candidats vous exhortent, et de nombreuses personnalités influentes, des économistes, exhortent la Banque européenne d'investissement à soutenir les grands projets pour que l'Europe avance, parce qu'elle est mal en point en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du bien évidemment. D'abord, c'est la première fois, alors que je sers la banque depuis 25 ans, que nous sommes au premier rang du débat public, et notamment à l'occasion de cette présidentielle. Il est assez évident en effet que le travail qui a été mis en place à la fois de pare-feu contre les spéculations sur les dettes publiques et deuxièmement d'assainissement des comptes publics de nos différents États membres doit être complété par une initiative de croissance. Assainissement des comptes publics, vous pensez à la Grèce? Je pense à la crise des dettes souveraines, dont la Grèce est évidemment l'exemple le plus en vue en ce moment, mais il y a d'autres pays qui sont fortement endettés et qui donc doivent revenir à des situations comme un père de famille, des situations, disons, plus stables. Cela étant, nous sommes convaincus qu'on ne pourra pas atteindre cela si en même temps on ne génère pas une croissance qui permette de rembourser la dette existante. Si on ne le fait pas, c'est l'exemple grec, paradoxalement, le pays qui essaye d'assainir ses finances publiques se surendette pour pouvoir faire face à la dette qu'il a déjà contractée. Donc il faut effectivement une initiative de croissance. Et au niveau européen, la BEI, avec ses 60-65 milliards d'euros injectés dans l'économie européenne tous les ans, est un des outils qui peut effectivement apporter une pierre, en complément aussi d'autres initiatives de croissance à mener dans les États membres. Vous restez avec nous s'il vous plaît, on se retrouve dans 2 minutes après la pause.